Imaginez un désert de nacre, une étendue si vaste et si hostile qu'elle semble appartenir à une autre planète. Un lieu où le silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence physique qui pèse sur vos tympans jusqu'à les faire saigner. Depuis des décennies, on nous vend l'Antarctique comme un laboratoire à ciel ouvert, une réserve naturelle protégée par des traités internationaux, un sanctuaire pour la science où quelques courageux chercheurs étudient les manchots et les carottes de glace. Mais derrière cette façade de neutralité diplomatique et de rigueur scientifique se cache une réalité que les satellites ne sont pas censés voir, des zones de flou sur Google Earth qui ne sont pas des erreurs techniques mais des cicatrices volontairement gommées. Pourquoi ce continent, grand comme 2 fois l'Australie, est-il le seul endroit sur Terre où aucun civil ne peut circuler librement ? Pourquoi les plus grandes puissances mondiales, même au plus fort de la guerre froide, ont-elles signé un pacte de fer pour en verrouiller l'accès ? Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas une simple théorie du complot, c'est une plongée dans les archives déclassifiées, les témoignages de pilotes de l'armée et les anomalies géologiques qui défient les lois de la physique. Avant de plonger dans l'abîme, si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage, partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. Le mystère commence par une simple observation cartographique. L'Antarctique est entouré d'une ceinture de secrets. Nous parlons d'un territoire qui contient 90% de l'eau douce de notre planète, et pourtant il est plus difficile d'obtenir une autorisation de survol pour certaines zones de la terre de Mary Bird que pour l'espace aérien de la Corée du Nord. Il existe des protocoles de sécurité, connus sous le nom de zones spécialement protégées de l'Antarctique, qui interdisent l'entrée à quiconque sous peine de poursuites fédérales internationales. Officiellement, c'est pour protéger l'écosystème. Mais comment expliquer alors que des capteurs sismiques enregistrent des vibrations régulières, presque mécaniques, provenant de profondeurs où la glace devrait être immobile depuis des millions d'années ? Remontons en 1946, l'opération High Jump. L'amiral Richard Byrd, un héros de l'aviation américaine, part avec une armada digne d'une invasion militaire. 13 navires, 4700 hommes et des porte-avions. Pour une simple mission de cartographie ? La version officielle ne tient pas debout. Byrd est revenu prématurément avec des pertes matérielles et humaines inexpliquées, déclarant dans une interview célèbre au journal chilien El Mercurio que les États-Unis devaient se préparer à l'éventualité d'une attaque par des engins capables de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Qu'a-t-il vu sous le 80e parallèle ? Des entrées vers un monde intérieur, des bases laissées par une civilisation technologique bien avant la nôtre ? Certains chercheurs indépendants parlent de l'anomalie de la Terre de Wilkes, une masse gravitationnelle massive enfouie sous 2 km de glace, si dense qu'elle perturbe l'orbite des satellites de la NASA. On nous dit que c'est un impact de météorites datant de 250 millions d'années, mais les données thermiques suggèrent une source de chaleur persistante, une structure qui refuse de refroidir. Est-ce là que se cache l'épreuve de cette autre présence ? Ce n'est pas un hasard si les chefs religieux mondiaux, de l'Église orthodoxe aux hauts dignitaires de l'islam, se sont tous rendus sur ce continent désolé ces dernières années. Ils ne sont pas là pour bénir la neige, ils sont là pour constater ce qui a été déterré par le réchauffement climatique, quelque chose qui n'était pas censé voir le jour avant la fin des temps. Le silence de la glace est trompeur. Sous la surface, là où la pression est telle qu'elle devrait tout broyer, des lacs sous-glaciaires comme le lac Vostok restent liquides depuis des éons. Les Russes y ont boré, mais se sont arrêtés brusquement à quelques mètres de la surface de l'eau, invoquant des craintes de contamination. En réalité, les rumeurs parlent de transmission radio captée dans l'eau, de formes de vie bioluminescentes qui ne partagent aucun ADN avec ce que nous connaissons. Nous sommes sur le point de comprendre que l'Antarctique n'est pas un continent, mais un coffre-fort, et la combinaison est en train de céder. Alors que nous progressons dans cette enquête, gardez à l'esprit que chaque image satellite glitchée que vous voyez est une décision éditoriale. Ce que nous allons voir dans la suite de ce récit, c'est comment les nazis ont ouvert la voie, ce qu'ils ont trouvé dans les grottes de la Nouvelle Souabe, et surtout pourquoi l'élite mondiale construit des bunkers de luxe précisément sur les côtes de ce continent maudit. Préparez-vous, car nous ne faisons que gratter la surface gelée d'une vérité qui pourrait bien briser notre compréhension de l'histoire humaine. Pour comprendre ce qui se trame réellement sous les glaces éternelles de l'Antarctique, il nous faut impérativement remonter le fil du temps jusqu'à l'immédiat après-guerre, une époque où le monde pansait ses plaies et où les grandes puissances se jetaient dans une course effrénée pour récupérer les technologies secrètes du Troisième Reich.
Nous sommes en 1946, et tandis que le public américain pense que la paix est enfin revenue, le Pentagone lance l'une des opérations les plus massives, les plus coûteuses et les plus énigmatiques de l'histoire aéronavale, l'opération High Jump. Officiellement, il s'agissait d'une simple mission d'entraînement pour tester le matériel militaire dans des conditions de froid extrême et pour cartographier les côtes inexplorées du continent blanc. Mais posez-vous la question. A-t-on réellement besoin de 4700 soldats d'élite, d'un porte-avions de classe mondiale comme l'USS Philippine Sea, de destroyers, de sous-marins et de dizaines d'avions de combat pour aller photographier des glaciers et compter des manchots? La réponse est évidemment non. La logistique déployée par l'amiral Richard Byrd n'était pas celle d'une exploration scientifique, mais celle d'une invasion. L'amiral Byrd n'était pas un novice, c'était un homme d'une rigueur absolue, un explorateur chevronné qui avait déjà survolé le pôle Nord et qui connaissait les dangers de l'Antarctique mieux que quiconque. Pourtant, ce qu'il a consigné dans ses journaux de bord et ce qu'il a rapporté à son retour dépasse l'entendement. L'opération High Jump devait durer 6 mois. Elle fut interrompue brutalement après seulement 8 semaines. Pourquoi ce repli précipité ? Pourquoi des navires sont-ils revenus avec des dommages structurels massifs, des avions ayant disparu des radars sans laisser de traces et des rapports mentionnant des pertes humaines que le gouvernement a tenté de simuler sous le tapis de la classification secrète défense ? Les témoignages de certains marins présents sur place, recueillis bien des années plus tard sous le sceau de l'anonymat, décrivent des scènes de panique pure. Ils parlent d'objets sortant de l'eau à une vitesse prodigieuse, des disques argentés capables de manœuvres atmosphériques impossibles, engageant le combat avec les avions de chasse américains. Des témoins oculaires ont décrit des rayons d'énergie qui semblaient littéralement désintégrer les structures métalliques de leurs appareils. Ce n'était pas un ennemi humain. C'était une confrontation avec une technologie qui, selon les standards de 1947, aurait dû appartenir à la science-fiction. À son retour aux États-Unis, Byrd fut interrogé pendant des heures par les services de renseignement. Dans une déclaration qui restera gravée dans les annales du mystère, il affirma que la menace la plus grave pour la sécurité nationale ne venait pas de l'Union soviétique, mais de quelque chose situé au pôle capable de voler d'un bout à l'autre de la planète en quelques minutes. C'est à ce moment précis que le rideau de fer du secret s'est abattu sur l'Antarctique. Peu après, le traité de l'Antarctique fut ratifié, gelant toute revendication territoriale et interdisant toute activité militaire. Un paradoxe fascinant. Au sommet de la guerre froide, alors que les USA et l'URSS étaient prêts à s'atomiser mutuellement pour un bout de terrain en Europe ou en Asie, ils se sont mis d'accord, main dans la main, pour déclarer l'Antarctique zone interdite. Qu'ont-ils trouvé pour que des ennemis jurés deviennent soudainement des partenaires de silence ? Certains documents déclassifiés suggèrent que les Allemands, via la mission Neuschwabenland de 1938, avaient déjà découvert un réseau de tunnels géothermiques massifs sous la terre de la Reine Maude, des oasis de chaleur où la température reste clémente malgré le blizzard hurlant sur surface. Imaginez des cavernes de la taille de villes entières chauffées par l'activité volcanique souterraine, offrant un refuge parfait loin des regards indiscrets. C'est ici que la théorie de la base 211 prend racine. Les services secrets alliés auraient découvert que milliers de techniciens, de scientifiques et de membres de l'élite occulte du Reich s'étaient volatilisés à la fin de la guerre en emportant avec eux des plans de propulsion antigravitationnels. L'opération High Jump n'était pas une exploration, c'était une opération de nettoyage qui a tourné au désastre face à une force de frappe supérieure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si l'on regarde attentivement les relevés topographiques modernes, on s'aperçoit que la glace de l'Antarctique ne repose pas uniformément sur le socle rocheux. Il existe des vides, des poches d'air gigantesques que les radars à pénétration de sol ont du mal à interpréter. Plus troublant encore, les anomalies magnétiques enregistrées dans la région du pôle sud magnétique sont si instables qu'elles suggèrent la présence d'une structure métallique massive, peut-être d'origine artificielle, enfouie à des kilomètres de profondeur. Est-ce là l'origine de ce que l'amiral Byrd appelait le centre du grand inconnu ?
Il faut aussi mentionner l'étrange disparition de personnel civil au fil des années. Des scientifiques de renom, des techniciens en maintenance, des pilotes de brousse qui, après avoir partagé des photos ou des témoignages sur des structures géométriques parfaites aperçues lors de survols de routine, sont soudainement rapatriés pour raisons médicales et disparaissent des registres professionnels. Pourquoi le protocole de sécurité de la station Amundsen-Scott est-il plus strict que celui d'une base de lancement de missiles nucléaires ? Pourquoi y a-t-il une no-fly zone permanente au-dessus de certaines coordonnées précises, là où les cartes satellites ne montrent que de la neige plate ? Ce que Byrd a entrevu, et ce que les puissances mondiales tentent de camoufler depuis 80 ans, ce n'est pas seulement une base secrète ou un vestige de guerre, c'est la preuve d'une présence pré-humaine ou peut-être extraterrestre qui utilise l'Antarctique comme un bouclier thermique et visuel. La glace fond, messieurs, dames, et en fondant, elle révèle des structures que l'humanité n'est pas censée voir. Des tours de basalte noir qui ne suivent aucun style architectural connu, des entrées monumentales sculptées dans la roche qui semblent mener directement vers le manteau terrestre. Le temps presse. Plus la calotte glaciaire s'affaiblit, plus le secret devient difficile à garder. Ce que nous allons voir dans la prochaine partie, c'est l'implication de la technologie moderne, comment les satellites de dernière génération ont capté des signaux thermiques provenant de structures artificielles situées à plus de 3000 mètres sous la surface et pourquoi la NASA semble si pressée de détourner notre regard vers Mars alors que le plus grand mystère de l'univers se trouve sous nos pieds. Si l'opération High Jump a posé les bases du secret militaire, l'ère moderne, celle de la surveillance globale et des capteurs hyperspectraux, aurait dû, en théorie, déchirer le voile. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Plus nos instruments deviennent précis, plus les zones d'ombre sur les cartes de l'Antarctique semblent se multiplier, comme si une main invisible censurait le flux de données en temps réel. Nous vivons à une époque où vous pouvez zoomer sur la plaque d'immatriculation d'une voiture à Tokyo depuis votre salon. Mais essayez de faire la même chose sur certaines coordonnées de la Terre de Wilkes ou du plateau polaire et vous tomberez invariablement sur des textures floues, des répétitions de motifs de neige grossièrement clonés sur Photoshop ou des erreurs de chargement systématiques. Ce n'est pas un hasard technique, c'est une politique délibérée de dissimulation orchestrée par le National Geospatial Intelligence Agency des États-Unis. Mais parfois, le système flanche. En 2001, une équipe de scientifiques russes et américains travaillant sur le lac Vostok, ce gigantesque réservoir d'eau douce scellé sous 4 km de glace depuis au moins 15 millions d'années, a fait une découverte qui a provoqué une onde de choc dans les couloirs du Pentagone. À l'extrémité sud-est du lac, les magnétomètres ont détecté une anomalie magnétique d'une puissance colossale, s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés. Ce n'était pas une variation naturelle due aux roches ferreuses du socle continental, c'était une signature magnétique organisée, géométrique, suggérant la présence d'une structure métallique massive, peut-être une coque ou une installation industrielle, immergée sous l'eau et piégée dans la glace. Immédiatement après cette détection, le site a été bouclé. Les communications civiles ont été coupées. Des sources internes rapportent qu'une équipe de la NSA a été dépêchée sur place via une rotation de vol secret C-130 non répertoriée sur les registres de vols internationaux. Pourquoi une telle paranoïa ? Parce que le lac Vostok n'est pas qu'une simple étendue d'eau. C'est un écosystème qui a évolué en isolation totale du reste du monde. Si une intelligence, humaine ou autre, avait besoin d'un laboratoire naturel ou d'une base de stockage à l'abri de toute contamination biologique ou de toute détection radar, il n'existerait pas de meilleur endroit sur cette planète. Des fuites provenant de techniciens travaillant pour Raytheon, le géant de la défense qui gère la logistique de la station Amundsen-Scott, parlent de puits de lumière artificielle observés lors de forages profonds. Ils décrivent des conduits de ventilation massifs, camouflés en formation rocheuse naturelle, rejoutant un air dont la composition chimique ne correspond pas à l'atmosphère RTN actuelle, mais contient des traces de gaz rares et de particules ionisées. Parlons de la station de recherche de Neumayer 3. C'est une merveille d'ingénierie allemande, capable de s'élever sur des vérins hydrauliques pour éviter d'être ensevelie par la neige. Mais ce qui se passe dans ces sous-sols est bien plus troublant. Des flux de données captés par des radioamateurs montrent que la station émet des signaux directionnels extrêmement puissants vers l'espace profond, mais aussi vers des points précis situés sous la banquise, à des centaines de kilomètres de là. On ne parle pas de météo ou de sismologie, on parle de communication cryptée utilisant une technologie de saut de fréquence que même l'armée américaine peinerait à décoder.
Est-ce un phare, une balise de guidance pour quelque chose qui arrive de l'extérieur, ou pire, pour quelque chose qui s'apprête à sortir de son sommeil millénaire? Il y a aussi le cas troublant des vibrations de l'Antarctique. Des sismographes répartis dans le monde entier enregistrent depuis 2018 un signal basse fréquence constant, une sorte de bourdonnement mécanique qui semble émaner directement du pôle sud géographique. Les géologues officiels tentent de l'expliquer par le mouvement des glaciers ou les courants océaniques sous la glace. Mais les analyses spectrales indépendantes révèlent une pulsation rythmique presque comme un battement de cœur, ou plus précisément comme le ronronnement d'un réacteur à fusion à une échelle planétaire. Imaginez un instant que le continent entier ne soit pas une masse de terre, mais une gigantesque machine, un dispositif technologique recouvert de glace pour le maintenir à une température d'opération optimale. C'est ici que les témoignages de pilotes de l'US Air Force deviennent cruciaux. Plusieurs d'entre eux, lors de missions de transport vers la station McMurdo, ont rapporté avoir vu des trous de glace parfaitement circulaires de plusieurs centaines de mètres de diamètre, dont les parois semblaient avoir été vitriées par une chaleur intense. Ces ouvertures ne figurent sur aucune carte. Quand un pilote tente de s'en approcher, son système de navigation GPS commence à délirer, affichant des coordonnées incohérentes, et il reçoit immédiatement un ordre de déroutement immédiat sous peine d'être abattu par des unités de défense antiaérienne dont personne ne soupçonnait l'existence sur ce continent démilitarisé. Qui opère ces systèmes de défense ? Certainement pas les scientifiques en parka rouge qui étudient les carottes de glace. Il existe une hiérarchie parallèle en Antarctique. Il y a les résidents visibles et il y a les fantômes, des unités militaires sans insigne parlant des langues diverses qui gèrent des zones de transit inaccessibles au personnel civil. Ces zones, souvent situées près des chaînes de montagnes transantarctiques, abriteraient des hangars capables d'accueillir des engins qui ne ressemblent à rien de ce que Boeing ou Airbus pourraient concevoir. Des engins capables de passer de l'immobilité totale à une vitesse hypersonique sans produire de banque sonique, utilisant des principes de propulsion que la physique officielle refuse encore d'admettre. Nous arrivons à un point de bascule. La fonte des glaces, que les gouvernements s'empressent d'attribuer uniquement au CO2, pourrait être accélérée de l'intérieur. Si cette machine sous la glace redémarre, si ces installations se réactivent, la chaleur dégagée par leur fonctionnement ferait fondre la calotte glaciaire bien plus vite que n'importe quel réchauffement atmosphérique. Ce que nous voyons aujourd'hui, ces gigantesques icebergs qui se détachent, ce ne sont peut-être pas les symptômes d'une maladie planétaire, mais les éclats d'un réveil technologique majeur. Dans la prochaine partie, nous aborderons les connexions occultes, les visites étranges de dignitaires mondiaux et ce que les anciens textes sumériens disaient déjà sur une terre de glace au sud du monde, là où les dieux sont descendus pour la première fois. Il existe une coïncidence temporelle que les médias de masse ont traitée comme une simple curiosité diplomatique, mais qui, pour quiconque sait lire entre les lignes, ressemble à une convocation d'urgence au sommet de la pyramide du pouvoir. Nous sommes en novembre 2016. Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur l'élection présidentielle américaine, une série de voyages diplomatiques et religieux sans précédent vers l'Antarctique commence. John Kerry, alors secrétaire d'État des États-Unis, s'envole soudainement pour la station McMurdo. Officiellement, il s'agissait de s'informer sur le changement climatique. Posez-vous la question, un diplomate de ce rang, en pleine transition de pouvoir à Washington, a-t-il réellement besoin de parcourir 15 000 km pour regarder de la glace fondre alors qu'il a accès aux meilleurs rapports satellites depuis son bureau ovale ? Quelques mois plus tôt, c'est le patriarche Cyril de Moscou, chef de l'église orthodoxe russe, qui se rendait sur le continent blanc pour bénir une petite église en bois et, selon certaines sources russes, pour consacrer le sol face à une ancienne menace. Qu'est-ce qui pourrait pousser l'un des plus hauts dignitaires religieux de la planète à entreprendre un tel voyage vers un désert de glace inhabité ? La rumeur court dans les milieux du renseignement qu'il transportait avec lui l'Arche de Gabriel, un artefact mystérieux découvert sous la grande mosquée de la Mecque lors de travaux de rénovation et que les Saoudiens auraient confié aux Russes pour être mis en sécurité dans un lieu où le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Et n'oublions pas Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, s'est lui aussi rendu en Antarctique cette année-là. Il a dû être évacué d'urgence pour des raisons de santé. Mais avant son évacuation, un tweet cryptique a été posté sur son compte officiel, montrant une photo d'une pyramide de glace avec la légende « Nous sommes tous en danger, c'est le mal incarné ». Le tweet a été supprimé en quelques minutes, remplacé par des messages banaux sur son état de santé.
Pourquoi un homme qui a vu l'immensité de l'espace et le vide lunaire serait-il terrifié par une montagne de glace ? À moins que ce qu'il a vu là-bas ne soit pas une montagne, mais une technologie si ancienne et si puissante qu'elle remet en question l'origine même de l'humanité. Revenons sur ces pyramides. Si vous explorez les coordonnées de la chaîne de montagnes Ellsworth, vous tomberez sur des structures dont les angles sont trop parfaits pour être le fruit de l'érosion naturelle. Des faces lisses, des arêtes droites, une orientation précise selon les points cardinaux. La géologie officielle nous parle de nunataks, des pics rocheux qui percent la glace. Mais la symétrie de ces structures rappelle étrangement les complexes de Giza ou de Téotihuacan. Se pourrait-il que l'Antarctique soit le véritable berceau de la civilisation, l'Atlantide perdue mentionnée par Platon ? Selon la théorie du glissement de la croûte terrestre de Charles Hapgood, une théorie que même Einstein prenait très sérieusement, l'Antarctique n'a pas toujours été au pôle sud. Il y a 12 000 ans, ce continent aurait pu être dans une zone tempérée, abritant une civilisation dont les connaissances astronomiques et architecturales surpassaient les nôtres. Le cataclysme qui a déplacé la croûte terrestre a instantanément congelé cette civilisation sous des kilomètres de glace, créant une capsule temporelle parfaite. Ce que les archéologues militaires découvrent aujourd'hui, ce ne sont pas des fossiles, ce sont des machines de guerre, des bibliothèques de cristal et des générateurs d'énergie libre encore fonctionnels. C'est cela que les élites vont voir. Ils ne vont pas admirer le paysage, ils vont prendre leurs ordres ou tenter de s'approprier une technologie qui leur assurerait une domination totale sur le reste de l'humanité pour les millénaires à venir. Imaginez les implications. Si une technologie de manipulation climatique ou de contrôle de gravité est enterrée sous la glace, celui qui la déterre au premier gagne la partie. C'est la véritable raison de la militarisation occulte du continent. Les traités internationaux ne sont que du papier destiné à éloigner le public, pendant que les grandes puissances se livrent à une guerre de l'ombre dans les tunnels sous-glaciaires. Des rapports font état d'escarmouches entre des forces spéciales américaines et des entités non identifiées à proximité de l'anomalie de la Terre de Wilkes. On ne parle pas de morts en combat, mais de disparitions opérationnelles. Des hommes qui entrent dans des cavités sombres et qui ne ressortent jamais ou qui reviennent avec une mémoire totalement évassée, comme si leur cerveau avait été réinitialisé par une fréquence électromagnétique inconnue. Il y a aussi cette étrange affaire de la carte de Piri Reis. Datée de 1513, cette carte montre la côte de l'Antarctique avec une précision s'étonnante, mais sans la glace. Les relevés sismiques modernes ont confirmé que les tracés de la carte correspondent exactement au relief rocheux sous-glaciaire tel qu'il l'était il y a de milliers d'années. Comment un cartographe du XVIe siècle a pu dessiner un continent recouvert de glace depuis des millénaires avec une telle exactitude ? La seule explication logique est qu'il a eu l'accès à des documents sources bien plus anciens provenant d'une civilisation qui avait cartographié la Terre depuis les ères avant l'invention de l'écriture. Le secret de l'Antarctique est un secret de sang et de lignée. Les sociétés secrètes comme la société Thulé ou les cercles occultes du Vatican croient depuis longtemps que le pôle Sud est un portail, un vortex, permettant de communiquer avec des entités dimensionnelles supérieures. Ce n'est pas par hasard que l'Antarctique est le lieu où l'on trouve la plus forte concentration de météorites au monde. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont faciles à voir sur la neige blanche, c'est parce que le champ magnétique terrestre à cet endroit agit comme un entonnoir, attirant non seulement des débris spatiaux, mais aussi, selon certains recherchés, des formes de vie plasmatiques qui utilisent ces courants magnétiques pour se manifester dans notre réalité. Alors que nous avançons dans cette obscurité, une question demeure. Si les élites se préparent à un événement majeur lié à ce qu'elles ont trouvé là-bas, qu'en est-il de nous ? Pourquoi construisent-ils la réserve mondiale de semences du Svalbard en Arctique tout en maintenant un silence de mort sur les découvertes de l'Antarctique ? Peut-être parce que le pôle Nord est une échelle de secours, tandis que le pôle Sud est le déclencheur du prochain grand reset mondial. Dans la prochaine partie, nous allons analyser les preuves visuelles les plus troublantes, ces chiclets satellites que les algorithmes n'ont pas eu le temps de censurer, et nous parlerons des tunnels de chaleur qui suggèrent une activité industrielle massive à des profondeurs que l'homme n'est censé pas atteindre. Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, le secret absolu est devenu une denrée rare. Malgré les algorithmes de floutage et les directives strictes imposées aux fournisseurs d'images satellites comme Maxar ou Google, des glitches subsistent.
Des erreurs de rendu qui, pendant quelques heures ou quelques jours, laissent entrevoir ce qui se cache sous le voile. Ce que nous allons aborder ici, ce sont ces captures d'écran sauvées par des internautes vigilants avant que les serveurs ne soient mis à jour. L'une des preuves les plus flagrantes se situe près de la côte de la terre de la reine Maude. Sur des clichés datant de 2012, avant d'être grossièrement retouchés, on pouvait distinctement voir ce qui ressemblait à une entrée monumentale, une arche de plus de 90 mètres de haut, s'enfonçant directement dans le flanc d'une montagne rocheuse dont la neige semblait avoir fondu de manière circulaire tout autour. Cette structure n'avait rien d'une formation basaltique naturelle. Ses angles étaient parfaitement droits et des ombres portées suggéraient un tunnel d'une profondeur abyssale maintenu à une température suffisamment élevée pour empêcher la glace de se reformer. Mais les preuves visuelles ne se limitent pas à des entrées de tunnels. Parlons de ce que les chercheurs appellent le visage de l'Antarctique. Situé dans une zone reculée connue sous le nom de région de l'Adélie, un retrait massif de la couche neigeuse a révélé une structure qui rappelle étrangement le célèbre visage de Mars dans la région de Sidonia. On y distingue des traits anthropomorphes, une arcade sourcilière, un nez, une bouche, le tout sculpté à une échelle qui défie l'imagination. S'agit-il d'une pareidolie, ce penchant de notre cerveau à voir des formes familières partout, ou est-ce le vestige d'une culture mégalithique qui voulait laisser une trace visible depuis le ciel à une époque où l'homme n'était pas censé savoir voler? Les géologues militaires qui ont survolé la zone ont classé le secteur zone d'interdiction de photographie, une mesure qu'on applique généralement qu'aux bases de lancement nucléaire ou aux sites de crash d'OVNI. Un autre élément troublant concerne les relevés de chaleur infrarouge. Les satellites de la mission Grace de la NASA, conçus pour mesurer les variations de la gravité et de la masse de glace, ont détecté des panaches thermiques s'élevant de zones où il n'y a aucune activité volcanique répertoriée. Ces sources de chaleur sont stationnaires, géométriques et émettent une signature infrarouge constante. Cela suggère l'existence de vastes complexes industriels ou urbains fonctionnant à pleine puissance sous la calotte glaciaire. Lorsque des scientifiques civils ont tenté de publier des articles sur ces anomalies thermiques, leurs financements ont été coupés du jour au lendemain et leurs données saisies au nom de la sécurité nationale. Pourquoi une source de chaleur sous la glace serait-elle un secret d'État, si ce n'est parce qu'elle trahit la présence d'une technologie active? Écoutons maintenant le témoignage de Brian, un ancien mécanicien navigant de la marine américaine qui a passé plus de 10 ans en Antarctique. Dans un entretien qui a fait le tour du Web Underground, il raconte avoir vu avec son équipage des disques argentés manœuvrer au-dessus de la chaîne transantarctique. Mais le plus perturbant dans son récit n'est pas l'observation d'engins, mais ce qu'il a vu lors d'une mission d'évacuation médicale d'urgence. Alors qu'ils survolaient une zone interdite pour gagner du temps, ils sont passés au-dessus d'un site de forage massif. Il ne s'agissait pas de petits forages scientifiques, mais d'une exploitation minière à une échelle titanesque, avec des machines dont il n'avait jamais vu l'équivalent dans le monde civil. Il décrit des lumières bleues pulsantes émanant du puits et une sensation de malaise physique immédiate pour tout l'équipage. À leur atterrissage, ils ont été accueillis non pas par des médecins, mais par des hommes en costume noir qui les ont isolés et sommés de ne jamais parler de ce trou dans la glace. Nous voici arrivés au bord de l'abîme, là où les faits documentés rencontrent les prédictions les plus sombres de notre avenir. Si vous avez suivi chaque étape de ce récit, vous comprenez maintenant que l'Antarctique n'est pas une simple étendue sauvage, mais une scène de crimes historiques et technologiques. Toutes les pièces que nous avons examinées, les expéditions militaires de l'amiral Byrd, les anomalies magnétiques du lac Vostok, les visites furtives des puissants de ce monde et les structures géométriques émergeant de la glace, pointent vers une seule et même vérité. Nous ne sommes pas les premiers maîtres de cette planète, et nous ne sommes peut-être même pas les seuls à l'habiter actuellement. La question cruciale qui subsiste est la suivante. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce silence devient-il si pesant à l'heure où l'information circule plus vite que jamais? La réponse est aussi glaciale que le continent lui-même. La glace fond. Et elles ne font pas seulement à cause du réchauffement climatique atmosphérique, elles font parce que quelque chose en dessous est en train de se réactiver. Les scientifiques parlent de points chauds géothermiques, mais les données satellitaires suggèrent une augmentation de l'activité électromagnétique qui correspondrait au redémarrage de systèmes technologiques enfouis depuis millénaires.
Imaginez une horloge cosmique dont le mécanisme aurait été réglé pour se déclencher à une ère précise. Cette ère, c'est la nôtre. Ce que les élites appellent le grand reset ou le changement d'ordre mondial pourrait bien trouver sa source non pas dans les forums économiques, mais dans les découvertes faites sous la glace. Si une technologie capable de manipuler l'espace-temps ou de fournir une énergie illimitée est sur le point d'être exhumée, elle ne sera pas partagée avec l'humanité. Elle sera utilisée pour cimenter un contrôle total. Ou pire, elle servira de monnaie d'échange avec ceux qui ont construit ces structures bien avant que le premier homme ne marche sur la Terre. Les anciens ou les veilleurs mentionnés dans les textes apocryphes d'Enoch ne sont peut-être pas des mythes, mais des entités biologiques ou synthétiques qui attendent leur heure dans des chambres de stase cryogénique protégées par le permafrost. Regardez les investissements massifs dans la Deep Space Network et les télescopes situés au pôle Sud. Pourquoi placer les instruments d'observation spatiaux les plus sophistiqués au monde à l'endroit le plus difficile d'accès ? Parce que l'atmosphère y est plus pure, certes, mais surtout parce que le pôle Sud est l'axe de notre gyroscope planétaire. C'est le point de connexion entre la Terre et ce qui se trouve au-delà. Si une communication doit être établie avec une intelligence extratentionnelle, elle passera par l'Antarctique. Les signaux captés par le télescope South Pole ne sont jamais rendus publics dans leur intégralité. On nous parle de bruit de fond cosmologique, alors que certains lanceurs d'alerte évoquent des séquences mathématiques complexes, des messages de bienvenue ou des avertissements que nous ne sommes pas encore prêts à entendre. La preuve que tout le monde attend n'est plus une photo floue sur un forum de conspiration. La preuve, c'est l'accélération brutale de l'histoire. C'est cette précipitation des milliardaires à construire des complexes autosuffisants en Nouvelle-Zélande et en Argentine, les terres les plus proches du cercle polaire antarctique. Ils ne fuient pas une guerre nucléaire, ils se rapprochent du lieu du prochain événement majeur. Ils veulent être aux premières loges quand le voile sera levé, quand les structures de basalte noir sortiront de leur linceul blanc et que la réalité de notre origine nous frappera en plein visage. L'Antarctique est le gardien de notre mémoire collective et le bourreau de nos certitudes. Quand les cartes satellites arrêteront enfin d'être floutées, quand un drone civil finira par échapper au brouilleur de McMurdo et nous montrera l'impossible, il sera trop tard pour se préparer. Le choc ontologique sera tel que les structures sociales actuelles s'effondreront. Les religions devront se réinventer, la science devra admettre ses erreurs de datation et chaque citoyen de cette terre devra réaliser qu'il n'est qu'un locataire temporaire sur une planète qui a déjà appartenu à d'autres. Nous sommes à l'aube d'une révélation qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ce qui est caché en Antarctique n'est pas une simple menace, c'est le miroir de notre propre destinée. Les glaces se retirent, le silence se brise et les géants s'éveillent. La question n'est plus de savoir s'ils nous cachent quelque chose, mais de savoir combien de temps encore ils pourront contenir l'inévitable. Restez vigilants, car les échos qui remontent du sud ne sont pas ceux du vent, mais ceux d'une vérité que l'on ne peut plus enterrer. Le voyage ne s'arrête jamais vraiment, car chaque réponse soulève de nouvelles ombres. Si ce récit a fait vibrer en vous une corde sensible, si vous sentez que le monde est bien plus vaste et mystérieux que ce que l'on vous autorise à voir, alors notre mission est remplie. L'obscurité n'est pas une fin en soi, c'est le berceau de la lumière pour ceux qui osent regarder. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi, dans l'attente du prochain signal.